Minuit, la jeune Terre en fusion entre en collision avec un autre planétoïde appelé Théa. La Lune se forme. De minuit à 4h30, la planète et l'atmosphère se transforment. Les continents fusionnent pour former des supercontinents. Ils se séparent à nouveau. Cela se produit tous les 400 millions d'années, soit toutes les 2 heures sur l'horloge. À 5h30, les premiers organismes unicellulaires commencent leur vie dans l'océan. Il est 8 heures lorsque les premiers virus apparaissent. À 11 heures, les bactéries photosynthétisantes ont réussi à absorber suffisamment de lumière pour remplir l'atmosphère d'oxygène. Cela prend 1 milliard d'années, soit 6 heures sur notre horloge. À 11h35, la toute première boule de neige de la Terre se forme. Même les océans se transforment en glace. Ne t'inquiète pas, tout aura fondu à midi. À 13h, des cellules spéciales avec des organes internes prennent vie. 3 heures plus tard, elles commencent à se diviser en 3 groupes qui deviendront finalement des champignons. Faisons une avance rapide, pendant que ces cellules passent de forme de vie simple à complexe. À 19h20, quelque chose de familier apparaît, des éponges. Il est 19h55 et la Terre gèle à nouveau. Elles fond en 2 minutes. 20h, regarde dans l'océan, les premiers cténophores apparaissent. Vers 20h30, la Terre voit apparaître sa couche d'ozone. En seulement 2 minutes, l'océan se remplit de plantes. À 20h45, la vie est florissante dans la mer. Des méduses nagent désormais autour des coraux. Les étoiles de mer sont en route. À 20h52, on peut voir des traces sur le fond de l'océan. Les créatures ont commencé à ramper. Il est 21h10. Les créatures marines décident d'aller explorer la terre ferme. 30 secondes plus tard, différents animaux et plantes apparaissent. Ils se répandent sur toute la planète en un instant. 21h41, c'est l'heure des premiers insectes. Ils se nourrissent des plantes et des arbres nouvellement formés sur la terre ferme. À 21h45, les premiers animaux à 4 pattes apparaissent dans les eaux peu profondes. À 22h10, ces créatures à 4 pattes se divisent en groupes qui deviendront plus tard des mammifères, des reptiles, des oiseaux et des dinosaures. À 22h30, tout disparaît. Une extinction massive a lieu. Elle est provoquée soit par un énorme astéroïde, soit par une énorme éruption volcanique. Seuls 5% des espèces survivent. 22h34, les dinosaures font enfin leur apparition. Le premier était le Nyasasaurus, mais les experts ne sont pas sûrs qu'il soit bien le premier du genre, ou un proche cousin qui s'est transformé en dinosaure. 22h45 marque une autre extinction de masse. Les premiers dinosaures y survivent et en profitent pour se répandre dans le monde entier. Dans 5 minutes, le tyrannosaure apparaîtra. À 23h, les premiers oiseaux apparaissent en Europe. Il est 23h15 et les mammifères se séparent en différents groupes. Ils vont se ramifier et former des baleines, des éléphants, des tatous et des primates. À 23h17, les dinosaures atteignent leur taille maximale. Le plus grand de tous les temps est l'Argentinosaurus. Il est aussi long que 10 autobus scolaires et assez grand pour glisser sa tête par une fenêtre du 7e étage. Il est 23h26 quand un astéroïde géant s'écrase sur la Terre. De la poussière vole partout. Quelques secondes plus tard, tout s'éclaircit, mais les dinosaures ont disparu. Avec la disparition des dinosaures, les quelques mammifères restants peuvent prendre le contrôle de la planète. À 23h30, les primates se séparent en 2 groupes et l'un d'eux deviendra un singe, puis un gorille, puis un peu plus tard un humain. À 23h58, les chimpanzés et les bonobos apparaissent. 15 secondes plus tard, les espèces d'homininées commencent à marcher sur 2 jambes. Il est 23h59 et 23 secondes. C'est l'heure à laquelle les humains apparaissent en Afrique. 1 seconde plus tard, ils ont migré dans le monde entier. Ils n'ont pas de langage et ne peuvent pas utiliser ni créer d'outils. Cela se produit à 23h59 et 58 secondes, soit 2 secondes avant la fin de la journée, il y a 100 000 ans. Notre espèce humaine, complexe, est enfin apparue. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose.
Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années, il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale, ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète. Mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Allez, monte! Nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone.
Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus ? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel ? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre ? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre ? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de -60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein ? Mars est-elle habitable ? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau ? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes ? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire ? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions ? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète ? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde.
Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières.